Bonjour Monsieur Denis. Bonjour, Bonjour, vous m'entendez correctement? je vous entends parfaitement, oui, oui. Eh ben déjà, merci beaucoup de votre présence, Mais d'avoir c'est accepté de normal, hein. venir aujourd'hui. Et qui plus est, aujourd'hui, c'est assez symbolique parce que on a eu le texte qui a fini d'être examiné à l'Assemblée nationale il y a à peine Il y a quelques quelques minutes, minutes, ouais, 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 voilà, ouais. qui sera voté mardi prochain en vote solennel en séance publique. Mais tout d'abord, Monsieur donc, Jonathan Denis, est-ce que vous pouvez vous présenter vous et l'ADMD? Qu'est-ce que l'ADMD et qui êtes-vous? Pourquoi en êtes-vous le président? Alors, je vais commencer par présenter l'ADMD. L'ADMD, c'est une association qui a été créée en 1980, donc il y a quand même maintenant 45 ans. Ça s'appelle l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et c'est une association qui a été créée pour que chacune et chacun puisse, dans sa liberté et dans la définition de sa dignité, être accompagné dans la mort, puisqu'il faut assumer les maux, lorsqu'il est atteint d'une maladie grave et incurable, et avec d'autres conditions sur lesquelles on pourra revenir, mais c'est une association qui est humaniste, c'est une association qui est apolitique, aconfessionnelle, qui est totalement laïque, et c'est une association qui donc a un côté militant que nous assumons. Ce côté militant, c'est qu'il y a une nouvelle loi qui est en train d'être discutée à l'Assemblée et qui sera peut-être votée mardi prochain, même si le cheminement est encore long. C'est une loi qui consacre un droit à l'aide active à mourir, pour assumer les mots, un droit au suicide assisté et à l'euthanasie dans des conditions très encadrées, et puis qu'il y ait enfin un accès universel aux soins palliatifs, puisque nous ne les opposons pas et nous défendons bien ces deux réponses, les soins palliatifs et une possibilité d'aide à mourir. Et puis c'est une association qui est aussi une association d'entraide et de solidarité, puisque nous gérons par exemple le fichier national des directives anticipées, puisque nous avons une ligne qui est la ligne ADMD écoute, qui s'adresse aussi bien aux adhérents qu'aux non-adhérents de l'ADMD, qui peuvent avoir des questions sur la loi actuelle, mais qui peuvent aussi se retrouver face à des situations dramatiques d'accompagnement en fin de vie, que ce soit pour des malades ou pour leurs proches. Et pour ça, nous avons des médecins médiateurs, nous avons des juristes médiateurs pour que les patients puissent faire valoir tout simplement leurs droits. Et puis, nous avons aussi les jeunes ADMD. Je ne peux pas vous présenter l'ADMD sans penser aux jeunes ADMD qui sont les adhérents de moins de 36 ans et qui font un travail formidable pour présenter la loi actuelle, les insuffisances aussi de la loi actuelle et parler des directives anticipées. Donc voilà tout ce qu'est l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, dont j'ai l'immense fierté et l'immense honneur d'être le président depuis maintenant 4 ans. Donc pour ma part, je m'appelle Jonathan Denis, j'ai 41 ans et je vis dans un département magnifique qui sont les Alpes-Maritimes. Et donc voilà, je me bats pour améliorer ces textes et je me bats pour qu'il y ait enfin une loi, parce que c'est une conviction profonde évidemment, mais parce que j'y ai été aussi confronté personnellement il y a des années et que je souhaite à la fois qu'on puisse protéger les soignés, mais évidemment aussi protéger les soignants qui souhaiteraient accompagner dans le cadre d'une aide active à mourir demain si elle était autorisée par la loi. Merci pour cette présentation. Ben, je vais rebondir sur plein de choses que vous avez dit. Notamment, vous avez parlé donc que vous soutenez pleinement aussi tout ce qui va être les soins palliatifs et leur accès. Comment vous avez perçu au moment de l'annonce de la séparation des soins palliatifs et de la partie aide à mourir? Comment vous avez perçu ça au sein de la DMD? Est-ce que pour vous c'était une erreur? Est-ce que c'est un risque? Est-ce que c'était nécessaire pour traiter les sujets indépendamment de l'un de l'autre? Quelle était la Ben, position de l'association? c'est à la fois un immense regret, et oui, c'est une erreur. Vous avez employé le mot, oui, c'est une erreur pour nous, très clairement. Il faut quand même se souvenir que tout ce travail qui va aboutir mardi ne date pas d'hier, hein. Il provient d'années et d'années, évidemment, de débats, de concertations, d'études, etc. Mais il y a eu tout un travail fait notamment par une convention citoyenne qui a réuni des Françaises et des Français au sein du Conseil économique, social et environnemental, où on leur a posé une question simple. Est-ce que la loi Claes-Leonetti de 2016 pardon, est suffisante? Et donc là-dessus, ils ont eu tout un travail à faire et ils ont réfléchi à ce qu'on appelle, enfin, ce que Emmanuel Macron, le président de la République, a appelé un modèle français de l'accompagnement en fin de vie, qui repose sur ces deux pieds, à la fois un accès universel aux soins palliatifs, mais les soins palliatifs ne peuvent pas tout, et bien même s'il y a un accès universel aux soins palliatifs demain, il y aura toujours des demandes exprimées d'aide à mourir, puisque la loi actuelle ne permet pas d'accompagner tous les cas qui peuvent se présenter. Et donc, tout le travail a été fait sur une complémentarité
entre les soins palliatifs et l'aide active à mourir. Il a été fait entre une compatibilité, excusez-moi, et non pas entre une opposition entre les soins palliatifs et l'aide active à mourir. Et finalement, donc, tout ce travail qui a été fait par la Convention citoyenne, par les différents avis, il faut se rappeler quand même qu'il n'y a jamais un texte sociétal qui n'aura autant été discuté, débattu Oui. dans toute notre histoire. Et donc, cette complémentarité qui allait de soi lors de l'examen en première lecture avant la dissolution voulue par le président de la République, s'est trouvée transformée parce que François Bayrou, Premier ministre, nous a dit, pour moi, ça n'a rien à voir, pour moi, je les oppose, pour moi, je m'assois finalement sur tout le travail parlementaire, je fais valoir mes convictions avant les convictions des parlementaires, et donc, deux textes séparés. Deux textes séparés, mais qui vont être votés le même jour. Oui. Deux textes séparés, mais qui ont été discutés finalement par une discussion générale le lundi 12 mai ensemble, puis ensuite de façon séparée dans un processus législatif. Deux textes séparés, mais finalement, on ne peut pas réfléchir à l'aide active à mourir si on ne réfléchit pas au premier texte sur l'aide active à mourir. Donc au-delà du regret et au-delà de l'erreur, moi ce que je souhaite, c'est qu'il y ait toujours ce débat serein et apaisé, parce qu'on est encore au début du débat, mais qu'on arrive enfin à comprendre qu'il n'y a pas d'opposition entre les soins palliatifs et l'aide active à mourir. Mais alors là, c'est une question, on va dire un peu de la poétique fiction, mais imaginons le texte n'avait pas été séparé, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un risque, par exemple, que la partie sur l'accompagnement en fin de vie et la partie sur donc tout ce qui va être le soin palliatif aurait pu, l'une partie du texte aurait pu empêcher l'autre d'être adoptée? Est-ce que c'était pas quelque chose qui risquait? Bon, normalement, au vu de ce qui est avancé actuellement par les différents groupes, même s'il y a des groupes où il y a une forme d'indépendance, ça devrait passer. Mais est-ce que ça ne protégeait pas au moins une partie des textes quand même? Ouais. Déjà, c'est pas une question politique. Il faut savoir que Oui. personne ne peut porter une vérité universelle et dire j'ai raison face à tout le monde. Ça fait appel à des convictions, ça fait appel à de l'intime, des convictions très profondes, mais il n'y a pas de couleur politique sur ces textes-là. C'est-à-dire que chacun et chacune fait valoir ses convictions, sa conscience, et il y a une liberté totale de vote dans les différents groupes parlementaires. Au-delà de ce côté qui n'a pas de couleur politique, moi je suis quelqu'un de franc, et j'aime pas toute l'hypocrisie qu'il peut y avoir. Donc je pense que dans nos échanges, on va vraiment se parler franc. C'est le but. Moi, la technique de dire on va emprisonner, pardonnez-moi l'expression, mais c'est l'expression qui a été prise en partie par des opposants, qui ont même dit on va nous prendre en otage, des opposants à l'aide active à mourir. On était obligé finalement de voter toute une première partie sur lequel tout le monde se met d'accord, qui est l'accès universel aux soins palliatifs. Dans un seul et même texte, si on veut finalement voter pour l'accès universel aux soins palliatifs, on va être obligé de voter pour l'aide active à mourir. Il ne faut pas se moquer du monde. On sait très bien que les députés qui étaient opposés à l'aide active à mourir n'auraient pas voté le texte de loi si c'était un seul et même texte de loi. On ne va pas se mentir. On voit bien que tous ces opposants à l'aide active à mourir qui nous disent « mais c'est un texte qui va beaucoup trop loin, mais on ne nous écoute pas, mais nos amendements sont rejetés », bien même si on devait demain voter un amendement qui le mettait en place, et c'est ce qui s'est passé parfois, ils trouvent que finalement ça va quand même encore trop loin. Donc, si on pense qu'en ayant séparé les deux textes, chacun pourra se dire, moi je suis pour les soins palliatifs et qu'on aide active à mourir, je vote la première partie ou la deuxième partie, très bien. Mais ce qui est important, et ça nos représentants politiques l'ont oublié et François Bayrou l'a oublié, ce qui est important, c'est de pouvoir répondre aux demandes qui sont exprimées par des personnes qui sont aujourd'hui malades et en souffrance. C'est à eux que l'on doit ce combat, c'est à eux que l'on doit ce débat. Et moi, je trouve lamentable que finalement, on en ait fait une variable politique, de dire deux textes, un texte, etc. Et François Bayrou, finalement, en tant qu'opposant à l'aide active à mourir, a fait valoir ses convictions religieuses, il s'en est pas caché, il a dit « moi, je ne crois pas à la mort ». Soit, il est Premier ministre, il a oublié qu'il devait, dans un État laïque, ne pas faire valoir ses convictions religieuses. Mais il a dit ça, il a voulu plaire à des opposants notoires, bon, il l'a fait, maintenant, avançons, et c'est une demande voilà, qui date d'il y a des années, qui, peu importe la couleur politique, peu importe la religion, peu importe l'âge, peu importe la catégorie socio-professionnelle, peu importe comment on pose la question, est très majoritairement répandu dans la société et très majoritairement, les Français disent maintenant avancer et voter. Et j'ai une question sur l'aspect sémantique. Tout à l'heure, vous avez utilisé les différentes appellations possibles. Vous avez parlé fin de vie, suicide assisté ou euthanasie. Est-ce que vous comprenez déjà, est-ce que au sein de l'ADMD, vous avez une position claire sur la sémantique nécessaire,
où en soi la sémantique importe peu tant que c'est appliqué, ou est-ce que comme Monsieur Falorni, vous combattez une des définitions, notamment la notion d'euthanasie par rapport à des rappels historiques? C'est ce qu'il avait dit, Monsieur Falorni, en plein hémicycle, il avait dit que ça rapportait à une période, la période 39-45, avec notamment je ne me rappelle plus exactement du terme des opérations Et qui étaient c'était, faites. oui, c'était l'euthanasie qu'on Vous voyez. entendait plus que l'euthanasie. Oui. Donc voilà. Quelle est la position de l'ADMD là-dessus? Mais il y a deux choses. Alors déjà, je peux être en désaccord avec Olivier Falorni, et tant mieux. Bien sûr, mais Il c'est pour faut ça qu'en même assumer temps, aussi, voilà, après c'est des questions de nuances, etc. Une nouvelle fois, franc, pas hypocrite. Des États, avant nous, des pays, je pense à la Belgique, je pense aux Pays-Bas, qui depuis 20 ans ont légiféré sur la question, assument les mots. Euthanasie, suicide assisté. À l'ADMD, nous avons toujours assumé les mots. L'euthanasie, si on prend historiquement hein, du côté grec, ça veut dire la bonne mort. Alors effectivement, ça a été dévoyé dans l'histoire. Effectivement, vous avez des opposants qui font euthanasie, éthanasie, voilà, pour finalement que rien ne s'exprime dans le débat. Moi, j'assume les mots. L'euthanasie, c'est l'administration par un tiers, donc c'est par un médecin, d'une substance létale à la demande d'une personne qui est gravement malade dans des circonstances qui sont définies par la loi, enfin une condition pardon, d'éligibilité, même si ce n'est pas un terme très joyeux, définie par la loi. Le suicide assisté, c'est l'auto-administration d'une substance létale par la personne qui remplit effectivement des critères aussi définis par la loi. Je suis comme les Belges, je suis comme les Néerlandais, je suis comme d'autres pays, comme les Suisses, j'assume les mots euthanasie, suicide assisté. Maintenant, dans ce débat, les mots n'ont pas d'importance, mais il faut qu'ils soient compris. Et si dans le texte, tel qu'il est défini aujourd'hui, on a une auto-administration de la substance létale automatique par la personne, sauf en cas d'incapacité physique, alors elle peut demander à un médecin de lui administrer la substance létale, les choses sont claires. Je ne veux pas que ce débat se réduise à une question sémantique qui est portée par certains opposants qui, pour mieux noyer leur opposition, veulent absolument se battre là-dessus. Olivier Falorni s'est exprimé, il est historien de formation. Je ne partage pas cet avis-là. Moi, je suis pour qu'on assume les mots. Les mots ne sont pas dans le texte, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'on puisse répondre aux demandes exprimées, mais que ce soit clair dans le texte et surtout qu'il soit applicable. Parce bah, que là, c'est que le début. c'est vrai que c'était une question qui est importante parce que, bon, on a vu certains députés, notamment, j'en citerai un, le député Verny, député UDR, qui a posé pour sa part 700 amendements sur le texte, dont certains par centaines n'étaient que sur la dénomination de ces mots. Donc, il y avait vraiment, bon, il y a une forme d'obstruction, mais il y avait aussi vraiment de tous les groupes beaucoup d'implications sur la bonne sémantique à utiliser. Et c'est vrai que c'est un sujet qui était donc, je trouve, intéressant à vous poser en termes de questions. Vous savez que ce n'est pas de l'obstruction, hein, c'est une façon d'exister pour certains députés qui n'existent pas du reste du temps et qui se sont dit tiens, je vais me faire un coup médiatique et je vais pouvoir exister dans la communication. Il a eu quand même le respect de retirer la plupart de ses amendements, Oui. c'était la moindre des choses. Et du coup, vous avez tout à l'heure parlé de la logique d'auto-administration. Vous êtes au niveau de la DMD, vous soutenez cette logique d'auto-administration ou vous opteriez pour une autre position vis-à-vis de ce texte? La position qu'on défend, elle est très claire, c'est le libre choix. Le libre choix, y compris dans l'administration. Je vais vous donner des exemples précis. Les pays qui ont légiféré en permettant l'euthanasie et le suicide assisté, dans l'immense majorité des cas, 97-98% des cas, les personnes malades demandent à être accompagnées par un médecin, c'est-à-dire demandent à être accompagnées dans le cadre d'une euthanasie. Pourquoi? Quand on les interroge, ils nous disent une chose simple. La médecine n'a pas réussi à me guérir. Je demande à la médecine de m'accompagner jusqu'au bout, de ne pas m'abandonner. Ces témoignages, on les entend. Et ce qu'on entend tout le temps, c'est que la personne malade, avant de partir, dit toujours au médecin merci. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci de m'avoir tenu la main jusqu'au bout. Il faut bien comprendre que vous avez des personnes, et parce que je respecte toutes les consciences, et que cette loi doit respecter toutes les consciences. Vous avez des personnes qui demanderont à être accompagnées dans le cadre d'une aide qui va mourir, mais pour des convictions philosophiques, éthiques, religieuses, ne voudront pas s'auto-administrer la substance létale alors qu'elles en seraient capables. Et alors, elles demanderont à un médecin de le faire. Et puis, je ne suis pas naïf, je pense que s'il y a certains opposants qui veulent bloquer le texte, on va nous expliquer que pour quelqu'un qui est finalement tétraplégique, on pourrait investir dans une machine qui va pousser le produit dans une seringue, etc. Donc, on va peut-être essayer de compliquer les choses. Donc, moi, je suis pour qu'il y ait un libre choix du moment où les deux parties sont en accord et du moment où on respecte bien les consciences de tout le monde et la liberté
de conscience de chacun. J'oublie pas la liberté de conscience des soignants, évidemment, quand je parle de liberté. Donc nous, on défend cette liberté de choix claire et nette. Ouais, du coup, ça me fait rebondir. La logique de la clause de conscience des médecins, vous soutenez son application? C'est une obligation. C'est pas on la soutient, c'est une obligation. Une nouvelle fois, je vous le dis, c'est une loi de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Mais quand on emploie le premier mot liberté, je ne dévoie pas ce mot. C'est une liberté pour les personnes qui n'en pourront plus, pour les personnes qui feront face à d'immenses souffrances, qui auront une maladie grave et incurable, en phase, en stade avancé ou terminal, avec un pronostic vital engagé, c'est dans les conditions qui sont définies, mais qui font face à des souffrances insupportables, pour qui la vie n'est devenue que de la survie. Eh bien, cette liberté de choix, de conscience, elle doit être respectée. Mais en même temps, il faut respecter la liberté de conscience des soignants qui pourraient être favorables, mais ne souhaiteraient pas accompagner ce geste-là. Mais également des soignants qui, une nouvelle fois, pour des convictions, peu importe, éthiques, philosophiques, religieuses, sont opposés au principe même de l'aide active à mourir, qui ne doivent pas être obligés à accompagner non plus dans le cadre de ce geste-là, mais avec le respect une nouvelle fois de la parole de l'autre, c'est-à-dire avec l'obligation de pouvoir adresser le patient vers un médecin qui, lui, s'assurera évidemment que le patient remplit les conditions, que la personne malade remplit les conditions et serait prête à l'accompagner dans le cadre d'une aide active à mourir. Et alors, c'est vrai que vous abordez l'aspect religieux, et moi, j'ai vu passer quelque chose sur les réseaux assez récemment. J'imagine que vous allez de suite voir le lien. J'ai vu un certain curé de Blois qui a demandé à excommunier la totalité des membres de l'ADMD, même si la loi n'est pas à passer, mais uniquement par rapport à votre position. Enfin, comment ça vous fait réagir, vous, en tant que président d'association, de voir ce genre de propos? J'ai réagi, c'est indigne. C'est indigne. Alors, c'est indigne d'un homme d'église de toute façon, mais je vais vous dire une chose. Bon, déjà, il est habitué, c'est Michel Hugo, il est habitué à toutes les outrances. Alors, là, il excommunie évidemment tous les membres de la DMD. Il faut rappeler que toutes les personnes qui soutiennent l'avortement sont excommuniées aussi selon lui, hein. Donc, il excommunie beaucoup de monde. Bon. Écoutez, il prend une position qui n'est pas un homme d'église fraternel, qui n'est pas un homme d'église aimant l'autre, qui n'est pas un homme d'église respectant la parole de l'autre. Je suis désolé pour tous les membres de la DMD qui sont catholiques et qui se sentent totalement offensés par ces propos indignes de cette personne. Moi, je peux parler de religion, mais j'ai été baptisé, j'ai fait ma petite communion, ma grande communion, ma confirmation. Aujourd'hui, je me situe différemment, je questionne ma foi. Je suis rejeté par l'Église en fonction d'une sexualité, je suis rejeté en fonction de l'Église, en fonction de ce que je peux penser. Je suis aujourd'hui rejeté en fonction de l'Église par rapport à ma position sur l'aide active à mourir. Je leur dis une chose simple, pas uniquement à ce prêtre outrancier, mais à tous ces représentants religieux. Vous ne savez pas à la fin des fins ce que vous souhaiterez, mais peut-être que vous serez heureux d'avoir le libre choix. Et ne tendez pas le bâton pour vous faire battre. Ne tentez pas d'avoir une réponse universelle, une vérité universelle face à la vérité propre des autres. Peut-être qu'hélas, quand vous serez gravement malade, que vous n'en pourrez plus, que ces souffrances seront insupportables. Alors peut-être, comme en Belgique, même si vous êtes un homme d'église, vous demanderez à être accompagné dans le cadre d'une aide active à mourir. Et je le dis pas qu'aux religieux, hein, je le dis aussi à des médecins qui sont opposés. Gardons-nous de toute vérité universelle aujourd'hui. Peut-être que, médecins en soins palliatifs opposés, vous accompagnerez demain dans le cadre d'une aide active à mourir comme c'est en Belgique. Nous ne disons pas, nous demandons tous l'euthanasie ou le suicide assisté demain quand nous n'en pourrons plus. Nous disons une chose simple, nous ne savons pas et nous voulons avoir le libre choix. Nous ne voulons pas nous faire imposer quelque chose par quelqu'un d'autre. Voilà l'essence même du combat. Donc, réagir aux outrances des uns et des autres, c'est aussi ce que je fais au quotidien, parce que vous vous doutez que dans ce combat, il y en a, et pas que du côté religieux. Mais j'invite les responsables religieux qui aujourd'hui, dans des églises, dans des synagogues, dans des mosquées, appellent à faire barrage à cette loi, à regarder aussi les enquêtes d'opinion qui existent, à regarder ce que pensent leurs fidèles. Et c'est vrai dans la religion, c'est vrai dans la politique, c'est vrai dans le milieu médical. Les représentants ont souvent tort par rapport à ce que pense réellement la base, entre guillemets, c'est-à-dire les fidèles, les militants politiques ou alors les soignants. Parmi les 1700 personnes qui nous regardent depuis tout à l'heure, j'ai une personne qui a fait une petite blague en disant, bon, c'est Nomade, il dit, j'ai adhéré à la DMD parce que j'ai appris qu'il y avait une excommunication offerte. Bon, voilà.
Il nous aura fait un coup de pub. C'est vrai que pour ceux Ben, qui c'est veulent ce que se j'allais vous faire demander. débaptiser et qui n'y arrivent pas, c'est plus simple d'adhérer à la DMD. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que, bon, pas au travers forcément de cette outrance en particulier, mais au travers, on va dire, de la communication d'un point de vue parlementaire, du fait que le texte soit en pleine discussion, est-ce qu'il y a eu un pic d'adhésion à la DMD récemment et à peu près combien vous êtes en termes d'adhérence, si c'est chiffrable? Alors, je vais répondre juste à cette question, mais je vais juste revenir sur le côté religieux et peut-être Oui. le côté excommunié. Je voudrais juste rappeler quand même une chose importante, c'est que ce que dit ce prêtre au-delà de l'outrance, ça veut dire que demain, des personnes qui demanderaient par exemple à être accompagnées dans le cadre d'une aide active à mourir, qui seraient catholiques, ça voudrait dire qu'on laisse leur cercueil à l'entrée de l'église et qu'on ne leur offre pas les sacrements lors d'un enterrement. C'est arrivé aussi à un monsieur qui s'appelle Alain Koch, qui a été accompagné en Suisse, qui a été accompagné à Berne, qui était catholique. Et le cercueil est resté devant l'église. Rendez-vous compte quand même l'outrance qui est proposée, qui est infligée à des personnes qui ont dû être accompagnées dans ce cadre-là par certains représentants religieux. C'était pour finir la parenthèse. Sur la DMD aujourd'hui, nous sommes 80 000 adhérents dans toute la France. D'accord. 80 000 adhérents dans toute la France, de tous les âges, de toutes les confessions, de toutes les idées politiques, une nouvelle fois, puisque nous ne regardons pas de quel côté politique les gens viennent, de quelle religion ils sont, non, nous regardons le combat, mais aujourd'hui, voilà, 80 000 adhérents dans toute la France. Je voudrais saluer aussi la centaine de délégués départementaux que nous avons, qui se battent aussi au quotidien dans tout ce travail de fond qui est fait par l'association depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et oui, vous avez raison, évidemment, quand il y a un texte de loi, mais également quand vous avez des prises de parole très importantes. Je pense à la prise de parole de Charles Bietri, par exemple. Je pense à la prise de parole de mon ami Loïc Rézibois, qui nous a quittés il y a quelques mois, ou des prises de parole d'une autre amie qui était Catherine Icardi, qui nous avait quittés aussi il y a un an. Je pense au combat qui avait été mené par la famille de Vincent Lambert. Je pense notamment aussi au cas de Vincent Lambert. Quand vous avez des personnes malades qui s'expriment, quand vous avez des personnes malades qui demandent à avoir le choix, ou quand vous avez des discussions politiques, évidemment, il y a de plus en plus d'adhésion à la DMD, mais au-delà des 80 000 adhérents de la DMD, ce sont des millions et des millions de Français qui se battent pour cette question. Et puis, nous sommes aussi réunis à l'intérieur d'un pacte progressiste sur la fin de vie avec différentes associations, différents syndicats, différentes structures qui disent maintenant, avançons. Et bon, là, ça en est un autre qui n'était pas vraiment sur le sujet de la fin de vie en soi, mais plus pour l'accompagnement et la recherche. Il y avait eu le sénateur Gilbert Boucher il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était atteint de la maladie de Charcot, qui avait fait son grand discours au Sénat. Pareil, ce genre d'événement, ça participe aussi, même si là, c'était pas vraiment sur la fin de vie, mais voilà, ça montre l'impact que peut avoir la maladie. Donc, par exemple, parce que c'est arrivé que, par exemple, sur ce sénateur en particulier, il y en ait qui aient fait le choix ou qui ait évoqué ça comme une raison ayant poussé à l'adhésion à la DMD. Oui, mais vous avez dans des adhérents Et pourtant, différents profils. Vous avez des c'est un personnes. LR, et Dieu sait que chez les sénateurs LR, voilà, il y a une forme de conservatisme sur certaines questions sociétales. C'est pour ça. Alors, on ne va pas se mentir, du côté de la droite et de l'extrême droite, oui, il y a un certain conservatisme, on l'a bien vu lors des débats. Voilà, ça vient l'opposition principalement du côté de la droite et de l'extrême droite. Mais une nouvelle fois, ce n'est pas une question de couleur politique. Et moi, je ne suis pas là pour juger les opposants, leur dire vous avez tort. Non, ils peuvent penser ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. J'ai aucun souci là-dessus, mais qu'ils n'imposent pas ce qu'ils pensent être une vérité universelle aux autres. C'est leur propre vérité. Mais évidemment, quand vous avez des prises d'expression d'hommes politiques, oui, vous avez automatiquement des questionnements et des adhésions qui se passent à la DMD. Mais vous parlez d'un sénateur, effectivement, qui avait la maladie de Charcot, enfin qui a la maladie de Charcot. Je ne suis pas non plus pour qu'on instrumentalise, qu'on stigmatise des maladies, même si effectivement, dans l'inconscient collectif, la maladie de Charcot semble être la maladie la plus terrible, puisqu'on sait on connaît déjà la fin, hélas, de Et la on maladie de voit la Charcot, et on connaît surtout rapidité en la plus. rapidité, Ouais. exactement. La rapidité de la maladie de Charcot, mais une nouvelle fois, quand j'entends des personnes qui témoignent, qui ont la maladie de Charcot et qui disent mais cette loi va être dangereuse pour moi parce que je ne veux pas me poser la question de l'aide active à mourir, je suis contre l'aide active à mourir, mais personne ne leur demandera demain à être accompagné dans le cadre d'une aide active à mourir. Mais quand on interroge, et je pense notamment à l'association de recherche sur la SLA, qui est la maladie de Charcot, hein, donc cette association qui s'appelle ARSLA, qui a interrogé justement des patients, des proches, quand on écoute les patients, une immense majorité des patients disent non pas je veux être accompagné dans le cadre d'une aide active à mourir, mais je veux qu'on respecte mon choix. Si mon choix est être accompagné dans le cadre d'une aide active à mourir, le jour où je n'en pourrai plus,
Voilà. Je veux avoir cette possibilité. Donc ça, il résume très bien l'essence même du combat. Et même si effectivement c'est un sénateur LR qui peut être contre l'aide active à mourir, etc., c'est pas un combat entre la vie et la mort qui est mené. C'est pas ça. C'est un accompagnement entre effectivement deux morts possibles. Et il y a des possibilités d'accompagnement dans le cadre d'une aide active à mourir si la personne le souhaite ainsi. Et ça me fait rebondir parce que là, pareil, on n'est pas vraiment c'est pas dans l'aspect religion, mais je vais vous parler, on va dire, des députés ou même des associations anti-validistes qui ont énormément de craintes. Qu'est-ce que vous répondez? C'est une question de déclanteur. Qu'est-ce que vous répondez aux inquiétudes des personnes handicapées ou en situation de maladie mentale qui souffrent d'un manque de soins et d'adaptation de la société et qui voient dans cette loi comme un risque avec des dérives eugénistes qui seraient constatées dans certains pays dans le cadre de l'aide active à mourir? Est-ce que ça ne peut pas ouvrir ou faire sauter un verrou dangereux pour ces personnes? Alors, déjà, il y a une première chose, il faut arrêter de parler des dérives à l'étranger, etc. Tous ces pays sont des démocraties qui ont légiféré avant nous, donc évidemment, s'il y avait des dérives, c'est-à-dire des cas qui seraient accompagnés hors de la loi qui est définie, il y a une justice. Et la justice, elle est là pour sévir. Donc, la loi, elle est là pour cadrer, encadrer, protéger, une nouvelle fois. Donc, non, il n'y a pas ces dérives-là à l'étranger, même s'il peut y avoir des convictions différentes aussi dans d'autres pays. Maintenant, nous avons aussi un bien commun chez nous qui s'appelle la sécurité sociale, qui n'existe pas dans d'autres pays qui ont pu légiférer sur le cadre de l'aide active à mourir. Et je dis que c'est un bien commun puisque on ne regarde pas si vous êtes pauvre ou riche quand il faut vous soigner. On ne regarde pas si vous êtes pauvre ou riche quand il faut pouvoir vous accompagner. Et je ne parle pas dans le cadre d'une aide active à mourir, mais vous accompagner au quotidien. Il y a effectivement, et vous avez raison, des voix dans certains collectifs antivalidistes qui se sont élevés pour dire que ce serait une loi eugéniste, etc. Moi, je leur réponds déjà une chose simple, c'est que nous partageons des combats en commun. Le premier combat que nous partageons en commun, et croyez-moi, moi je me suis pas beaucoup exprimé sur ma vie de tous les jours, sur ma vie privée. J'ai expliqué comment j'avais accompagné mon père dans le cadre d'une aide active à mourir, mais le handicap, je le connais au quotidien. Vraiment au quotidien, et je le connais au quotidien depuis maintenant plus de 25 ans. Donc, on n'a pas de leçon à me donner sur l'accompagnement au quotidien de personnes qui seraient en situation de handicap, mais je partage, parce que je le vis au quotidien, cette conviction simple qu'effectivement, de façon institutionnelle, nous avons un État qui est validiste. Et que, effectivement, ça, il faut pouvoir le changer. Il faut pouvoir le changer de l'intérieur, et tout le monde me trouvera à ses côtés pour militer pour cela. C'est pas parce que je suis le président de l'ADMD que je ne fais pas d'autres choses à côté. C'est pas parce qu'on est adhérent de l'ADMD qu'on ne se bat pas non plus pour que tout le monde puisse avoir cet accompagnement digne, cet accompagnement existant et effectif au quotidien. Il y a un deuxième point. Je reconnais et j'entends ce qui peuvent être des doutes, ce qui peuvent être des craintes. Je regarde aussi factuellement les choses. Je regarde le texte de loi et rien que le texte de loi. Dans le texte de loi, il n'y a pas de possibilité de demander une aide active à mourir en raison d'une déficience mentale ou dans le cadre pur d'une souffrance psychologique. D'accord ? C'est des choses qui sont clairement définies. Donc n'allons pas non plus inventer des possibilités de demander une aide active à mourir qui aboutirait, puisque demander une aide active à mourir, c'est une chose. Ensuite, il y a des médecins qui doivent s'assurer qu'effectivement on remplisse des critères. Donc non, ces critères ne seront pas remplis. Il y a un troisième point. Et c'est là où je suis en opposition avec certains collectifs antivalidistes. Je dis bien certains parce que, une nouvelle fois, toute cette discussion, tout ce texte de loi, il a été pensé aussi avec des associations, avec des collectifs qui accompagnent également des personnes en situation de handicap. Il a été pensé également avec des personnes en situation de handicap. Alors j'entends bien, et c'est là où je suis aussi en désaccord avec ces collectifs antivalidistes, qui nous disent oui, mais ce sont des entités gestionnaires. Non, mais il y a un moment donné, c'est pas parce que les gens ne pensent pas comme nous qu'ils n'ont pas le droit à la parole. Voilà. Et c'est là où je suis en désaccord avec certains collectifs antivalidistes. On prône une chose simple, l'autodétermination, c'est-à-dire la possibilité, tout au long de sa vie, que la personne qui est concernée soit au centre de son parcours, soit au centre de sa décision, soit au centre de son choix. Pourquoi ? Par la maladie ou par un handicap, alors qu'ensemble, on demande cette autodétermination. Et ces collectifs antivalidistes qui sont contre l'aide active à mourir prônent l'autodétermination au moment où on serait face à des souffrances extrêmes, au moment où on serait face à une maladie en phase avancée ou terminale qui engage le pronostic vital, alors cette autodétermination disparaîtrait. Alors notre parole aurait moins de poids. Là, je suis en désaccord avec eux. Non,
Si on se bat contre le côté paternaliste, si on se bat contre le validisme institutionnel, si on se bat contre l'autodétermination, alors ce texte de loi, justement, prône cela. Alors ce texte de loi, justement, dit une chose simple, l'autonomie du choix, l'autonomie du droit, l'autonomie de la parole, l'autonomie de la décision jusqu'au bout. Je pense donc que nous partageons ces combats en commun, mais une nouvelle fois, j'entends ce qu'ils peuvent dire, même si une nouvelle fois, certains, hélas, partent dans l'outrance, etc. Bon, m'a apostrophé, je pense que vous pouvez faire aussi allusion à ça, sur les réseaux sociaux, pour me dire, mais vous refusez le débat. Mais pas du tout. Moi, ce débat, je l'ai déjà eu, par exemple, avec Elisa Roras. On a déjà eu un débat ensemble. On n'est pas d'accord. On s'est expliqué. Mais je ne suis pas pour non plus que moi, en tant que président de la LND, je me lance dans des grands débats sur X, par exemple, et que je me prenne une horde, une déferlante d'insultes, de menaces, qui n'amènent rien au débat. Donc ce débat, on l'a, ils sont entendus, nous sommes entendus, nous devons l'avoir dans un cadre serein et apaisé. Et moi, je suis totalement prêt à l'avoir demain, parce qu'une nouvelle fois, on partage bien plus de combats en commun que d'opposition. En fait, c'est vrai que déjà, il y a ces associations, mais c'est vrai qu'il y a quelques élus qui évoquent ces sujets, notamment les élus d'outre-mer, ou encore un élu LFI récemment, Monsieur Bex, qui a expliqué que voilà, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, une personne en situation de handicap euh, peut considérer elle-même qu'elle est un poids pour sa famille, peut considérer que ceci, que cela, et que donc ça l'encourage à aller vers la décision de faire le choix de la fin de vie, de par comment fonctionne la société aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette question est très intéressante et très importante surtout à évoquer. C'est de comprendre comment faire en sorte que ces personnes n'arrivent pas à se poser cette question. Il y a une chose importante. Vous parlez du validisme institutionnel. Une nouvelle fois, ce validisme que des milliers, des millions de personnes vivent au quotidien. Et que même en aidant, en tant qu'aidant, parce qu'il ne faut pas oublier tous les aidants, il ne faut pas oublier tous les proches, nous vivons au quotidien. C'est une vérité. Il faut l'assumer. Et ça, c'est un travail très profond qui est à faire dans la société et avec évidemment les moyens de l'État. Mais jamais, 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 une aide active à mourir ne doit être demandée par défaut. Et là, il y a ces garde-fous. Là, il y a une nouvelle fois la loi et rien que la loi. Donc c'est pour ça que on peut partir dans n'importe quoi, on peut raconter tout ce qu'on veut, mais le texte existe, j'espère qu'il sera voté. Ce texte pose des garde-fous d'un médecin qui reçoit une demande d'aide active à mourir avec une décision collégiale derrière, collégiale, c'est-à-dire qu'il n'est pas seul dans son coin. Comment on peut imaginer que dans cette décision collégiale, pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire, avec notamment un médecin, mais d'autres, hein, des personnes qui accompagnent aussi au quotidien la personne qui demanderait une aide active à mourir, comment on pourrait imaginer qu'à la fin des fins, la conviction ce soit qu'il faille accompagner une personne qui a demandé une aide active à mourir par défaut de soins, par défaut d'accompagnement, et que ce serait la solution? Personne. Sauf alors à se dire que les médecins à l'étranger qui le pratiquent déjà sont de dangereux assassins et que les médecins en France seraient des dangereux assassins, même si, et là c'est vrai, même dans le milieu médical, c'est ce que j'appelle le paternalisme médical, il y a ce validisme institutionnel. Donc rejoignons-nous pour justement mettre fin à ce paternalisme médical qui dirait que, à la fin des fins, si vous êtes dans une situation de vulnérabilité, votre parole n'a plus de valeur. Et du coup, vous, en tant qu'association prônant du coup cette évolution et cet accès à un nouveau droit, comment vous réagissez quand vous voyez, bon, il y a des fausses informations, mais il y a aussi la mise en avant d'évolution de la loi dans d'autres pays. Par exemple, la fausse information comme quoi au Canada, on ferait de la fin de vie, enfin, il y aurait une euthanasie pour les personnes SDF, c'est quelque chose qui a beaucoup tourné. Ou encore, plus récemment, par rapport à ce qui va se faire en Belgique ou aux Pays-Bas, où je crois que c'est en Belgique en 74 ans, ou aux Pays-Bas, on peut Aux demander le droit à la Pays-Bas, fin de vie. oui. Et dans leur pays, on peut, dans le cadre de dépression. Comment vous réagissez quand les gens mettent Alors, ça devant vous en disant bah, regardez, là-bas, maintenant, ils font ça. Pourquoi ça n'arriverait pas chez nous? Vous comprenez ça, la loi, elle évolue. C'est une porte ouverte. Après, comment on fait pour empêcher que ça arrive? Alors, pareil, il y a deux éléments de réponse. Je vais commencer par le premier, c'est sur le texte de loi. Ce texte de loi n'accompagnera pas les mineurs. Oui. Je vais y revenir juste derrière, d'ailleurs, sur les mineurs. Ce texte de loi n'accompagnera pas des personnes atteintes d'un trouble psychiatrique. D'accord. Des pays, parler de la Belgique, hein, mais des pays ont effectivement décidé de faire évoluer leurs lois. Voilà. Moi, je crois qu'une loi, elle n'est pas là non plus pour être figée pendant 50, 60 ans. Je ne sais pas dans 40, 50, 60 ans ce qui sera décidé. L'important, c'est d'évaluer une loi. Toutes les lois
Je pense à d'autres lois sociétales, je pense à la loi sur l'IVG par exemple, qui a aussi évolué. Toutes les lois sont là pour être évaluées et peut-être évoluer. Ce débat, il n'est pas là aujourd'hui. Il n'a pas de raison d'être. C'est un texte qui est l'un des plus restrictifs au monde, il faut quand même le rappeler. Et c'est pareil, là, il faut aussi s'entendre. Alors, on nous dit c'est la DMD qui écrit le texte. Bon, si c'est la DMD qui écrit le texte, ce qui n'est pas le cas, même si effectivement, je suis content qu'on reconnaisse le poids considérable qu'a la DMD pour mener ce combat pour les soins palliatifs et l'aide active à mourir, la DMD ne demande pas demain qu'il y ait une extension de la loi pour les mineurs, pour des personnes souffrant de troubles psychiatriques, etc. Nous nous battons sur des questions de directives anticipées. Nous nous battons pour que cette loi n'oblige pas non plus encore des patients à partir, par exemple, en Belgique ou en Suisse. Mais voilà, ce sont les conditions de la loi. Maintenant, oui, la loi évoluera peut-être, mais il y a une nouvelle fois des législateurs, il y a les comités de bioéthique, il y a les citoyens. Rendez-vous compte, on a mis 45 ans pour aboutir peut-être à la loi la plus restrictive du monde. Donc avant qu'on se dise on va évaluer et ouvrir quelque chose de nouveau dans la loi, on aura largement le temps. Et une nouvelle fois, il faudra que cela se fasse en totale concertation avec tout le monde, comme ça s'est fait dans les pays à l'étranger. Je vous rappelle une chose sur le Canada. Le Canada, par exemple, considérait qu'il ne fallait pas être... Enfin, considérait, pardon, au départ, ce qu'on considérait dans le cadre de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qu'il fallait être pratiquement dans la phase agonique. Les Canadiens, mais quand je dis les Canadiens, ce sont les médecins canadiens, c'est le législateur canadien, ce sont les comités scientifiques canadiens qui ont réalisé en évaluant la loi que cette loi ne permettait pas d'accompagner correctement des personnes qui étaient en extrême souffrance. Et c'est pour ça qu'il y a eu une évolution de la loi, effectivement au Canada, mais comme dans d'autres pays. Les Belges ont effectivement étendu leur loi en 2016 aux mineurs. Sur les mineurs, soyons très clairs. Si on regarde la loi belge, et là une nouvelle fois, pardonnez-moi, ça choquera peut-être certains, mais je ne veux pas qu'on soit dans l'hypocrisie. La différence entre une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, telle que le définit la loi Claes-Saudet 2016, et la différence entre une aide active à mourir, pardonnez-moi, mais on nous dit que ce n'est pas l'intention. Je pense que sédation profonde et continue jusqu'au décès, la personne ne va pas se réveiller, on sait que la personne va se mourir. La différence, ce n'est pas l'intention. La différence, c'est la temporalité. On le voit bien, vous avez des sédations qui vont durer des jours et des jours, voire même des semaines. Vous avez des sédations qui durent très peu de temps. Ça dépend des équipes médicales, ça dépend du protocole, mais c'est une question de temporalité. La France, dans la loi de 2016, accompagne déjà les mineurs. Alors on n'aime pas le dire, mais la loi de 2016, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, accompagne également des mineurs atteints d'une maladie grave et incurable, avec un pronostic vital engagé à court terme, c'est-à-dire quelques heures ou quelques jours. Quand vous lisez la loi belge, ce sont des mineurs atteints d'une maladie grave et incurable avec des souffrances physiques et uniquement physiques insupportables et un engagement du pronostic vital à très brève échéance. La différence, c'est qu'effectivement, nous, c'est une sédation. Eux, ça peut être par l'aide active à mourir puisqu'ils ont également la sédation. Voilà, ça c'est la question des mineurs. Je ne défends pas demain l'aide active pour les mineurs, l'aide active à mourir, pardon, pour les mineurs, mais je dis il faut savoir poser les choses et arrêter de raconter tout et n'importe quoi et regarder la réalité en face. Et c'était intéressant de savoir si justement au sein de la DMD, il y a les troubles psychologiques pouvaient aussi rentrer en compte ou pas dans la volonté d'étendre, de jusqu'où vous voulez que la loi s'étende. Et c'est pour ça que je voulais vous poser la question. Ah, parce que c'est intéressant. Là où on a un désaccord, le désaccord profond avec la loi, ça va être sur effectivement une question d'engagement du pronostic vital. Qu'est-ce que veut dire l'engagement du pronostic vital? Voilà. Donc ça peut. Je n'ai pas envie qu'on dise à quelqu'un, par exemple, qui a une maladie neurodégénérative, qui a ses souffrances insupportables, qui n'en peut vraiment plus, qui est persuadé que l'aide active à mourir est aujourd'hui la réponse qu'il attend. Qu'on lui dise non, mais finalement votre pronostic vital n'est pas assez engagé. Voilà, j'ai pas envie d'arriver dans ce parcours du combattant pour des personnes qui sont en extrême souffrance, mais nous ne défendons pas. Donc ça, on peut effectivement défendre qu'il n'y ait pas cette notion de pronostic vital engagé tel qu'il est dans le texte. On défend la place des directives anticipées, c'est-à-dire qu'il faut bien imaginer que les directives anticipées, si vous demandez une sédation profonde et continue jusqu'au décès, donc vous n'êtes plus en capacité de la demander, mais vous l'avez écrit dans le cadre de directives anticipées, ça entre dans le cadre de la loi. Si vous demandez à être accompagné dans le cadre d'une aide active à mourir, donc vous l'avez écrit en toute conscience, en toute liberté, mais entre votre demande et le moment de la réalisation de l'acte, vous avez des troubles cognitifs qui font que vous perdez votre conscience. Eh bien alors,
il ne sera pas possible d'être accompagné dans le cadre d'une aide active à Oui, mourir. alors Ça, je défends c'est le c'est respect des directives anticipées. c'est parfaitement ce sur quoi je voulais réagir avec vous. Bon, on a déjà eu pas mal de fois le débat dans le chat, et certaines personnes me disaient, bon, ici de même, par exemple, je viens à être atteint d'Alzheimer ou de maladies dégénératives qui font que je viens à perdre ma conscience, mais que avant je voulais je me suis dit, si je perds ma conscience, je veux pouvoir bénéficier de l'aide active à mourir. Avec le texte d'aujourd'hui, je ne pourrais pas en bénéficier. Ça ne va pas assez loin. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes? Est-ce que la loi doit évoluer pour pouvoir les prendre en compte? Imaginons que avant la perte de conscience, il y ait un rendez-vous avec à la fois un notaire, enfin pas un notaire, avec un psychologue et un médecin pour pouvoir faire un testament qui admet que cette demande a été faite en amont et en pleine conscience. Quelle serait la solution pour ces personnes aujourd'hui qui passe à côté de cette loi dans Oui. ce cas? On a défendu, nous, beaucoup ce sujet des directives anticipées. Une nouvelle fois, là, je ramène sur les deux textes. Parce que dans le premier texte, sur l'accès universel aux soins palliatifs, il y a toute la question du plan d'accompagnement personnalisé. Et dans ce plan d'accompagnement personnalisé, il y a la possibilité de pouvoir expliquer ce que sont les directives anticipées, donc de réaliser une rédaction de directives anticipées pour une personne qui, une nouvelle fois, aurait une maladie grave et incurable, avec évidemment un pronostic vital qui serait engagé du moment où il y a l'incurabilité et les souffrances. Du moment où on peut rédiger ces directives anticipées, à cette personne, on dira en toute conscience, tu peux écrire cela, mais effectivement, si tu perds ta conscience, on ne pourra pas t'accompagner dans ce cadre-là. Moi, ça, je ne le comprends pas. Je pense, et c'est pour ça que je vous disais, quelqu'un qui, par des troubles cognitifs, va perdre sa conscience entre le moment où elle le demande et le moment de la réalisation de l'acte, ce n'est pas quelque chose d'irréel, c'est du quotidien. Vous avez des maladies neurodégénératives où, près dans un tiers des cas, vous perdez cette conscience suite à des troubles cognitifs. Eh bien, on laissera ces personnes sur le bord du chemin. Et ça, je ne peux pas l'imaginer. Voilà. Donc, je continuerai à me battre pour qu'il y ait cette prise en compte dans le cadre de directives anticipées. Il va y avoir des navettes parlementaires. Peut-être que tout éclatera avec un référendum, on verra bien. Ce que décideront les parlementaires, ce que décidera le président de la République. Mais il faut qu'il y ait cette discussion qui ait lieu véritablement sur les directives anticipées, comme l'ont porté certains députés avec courage à l'Assemblée nationale, en expliquant très clairement les choses. Et pour ça, il faut vraiment réfléchir aux deux pendants de la loi, c'est-à-dire le premier texte et ce texte sur l'aide active à mourir. Là, sur cette question des directives anticipées, les deux ne peuvent pas être séparés. Et d'ailleurs, vous évoquez le référendum. Est-ce que pour vous, ça pourrait être une solution pour que ça soit ancré dans l'esprit français, comme quoi, des Français, comme quoi, voilà, on appelle à voter sur un texte aussi important, sociétal, que l'aide active, enfin, l'accès à la fin de vie? Alors, vous allez dire, j'aime bien vous faire deux réponses à chaque fois, mais il faut. La première réponse, elle serait que non, je ne souhaite pas qu'il y ait un référendum. On ne peut pas jouer à pile ou face avec la question de l'accompagnement en fin de vie des Français. Et qu'il y a eu un tel travail depuis tant d'années, de la part des parlementaires, de la part des Français, de la part des comités de bioéthique, de la part du Comité consultatif national d'éthique, qu'il est du devoir des parlementaires de permettre des discussions sereines, apaisées, et donc le vote final d'un texte de loi. Maintenant, je ne suis pas naïf, je sais que principalement au Sénat, il y a une opposition, que le Sénat est principalement à droite, et qui vont très certainement détricoter le texte, ou même ne pas l'étudier du tout. Et c'est là où effectivement on ne peut pas dire non, il n'y aura rien. Sans Donc oublier, là, sans oublier le potentiel risque, bon, c'est pas à l'actualité, mais d'une dissolution dans 2 mois. oui, alors, C'est aussi une possibilité qui existe et qui repousse encore alors, l'échéance. ça, alors ça va être la troisième chose. Alors je vais Voilà. l'incorporer entre les deux finalement. Je vais l'incorporer entre les deux. Ce qu'il faut bien, mais c'est important que vous le rappeliez. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'on était à quelques jours du vote de la loi lorsqu'il y a eu la première dissolution. C'était le dernier Eh texte oui. discuté. Si, alors, le président de la République doit attendre un an avant de pouvoir dissoudre, mais s'il devait dissoudre incessamment sous peu, mais que le texte est voté mardi, ça ne veut pas dire qu'on repart à zéro. Il a été voté à l'Assemblée nationale, il peut suivre son parcours législatif au Sénat. D'accord? Donc ça, c'est quand même important à savoir. Mais s'il y a une dissolution, ou peu importe, mais si demain, il y a un enlisement des discussions, c'est le terme utilisé par Emmanuel Macron, et là, je le rejoins. Si demain, par volonté politique d'obstruction, de non-écoute de tout le travail qui a été fait, de non-écoute de cette demande exprimée par les Français, certains parlementaires voulaient faire valoir leurs convictions personnelles avant une conviction collective de la société, et donc ne pas permettre que ce texte puisse être discuté rapidement, alors oui, il faudra aller au référendum, parce que sinon, nous aurons le risque qu'à la fin du quinquennat, il n'y ait pas eu de vote définitif de la loi. Voilà. Maintenant,
J'ai une crainte qui est légitime. À quelle question on répond? Je ne voudrais pas non plus, et c'est pour ça que je vous dis, je ne veux pas que ça devienne une variable d'ajustement politique, mais je ne veux pas non plus qu'on fasse un jeu politique sur cet accompagnement en fin de vie des Français. Il serait regrettable que finalement les Français ne répondent pas à la question qui est posée. Maintenant, tout le travail, il a été fait. Donc Oui, faisons confiance aux vous- parlementaires. Et puis Emmanuel Macron, avant le référendum, il y avait une autre possibilité, hein. Il pouvait demander aussi à François Bayrou que les choses se fassent de façon accélérée. donc, Il ne l'a pas fait. Et je vais être une nouvelle fois pas hypocrite et très honnête. Je trouve un peu exagéré que le président de la République, qui a empêché le vote du texte il y a un an par une décision politique qui était la dissolution, qui pouvait peut-être attendre quelques jours, nous dise aujourd'hui, un an plus tard, si finalement vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, alors j'appuie sur le bouton référendum. Nous ne serions pas dans cette situation aujourd'hui de pouvoir éventuellement recourir à un référendum si Emmanuel Macron avait laissé le temps de la discussion. Ce temps perdu d'un an, c'est du temps que des personnes n'avaient plus. C'est du temps qui a obligé des personnes à partir en Belgique, en Suisse, à être accompagnées clandestinement dans notre pays, ou hélas parfois à se suicider de manière violente. Donc ça, il ne faut quand même pas l'oublier, que aujourd'hui, la personne qui nous dit je vais peut-être décider un référendum, c'est la personne qui est responsable qu'un an plus tard, nous n'ayons toujours pas de. Après, pour remettre, alors, pour la temporalité, il faut rappeler que c'était le soir de l'élection que ça a été annoncé. Je pense pas que ça a été parce que c'était la veille ou 2 jours avant le vote final sur le projet de loi de fin de vie qu'il y a eu la dissolution. Mais voilà, c'était dans le contexte politique le soir des européennes Oui. qu'ils Mais ça ils avaient coûtait été quoi de laisser bosser ce écrasés. texte? Voilà. Et ensuite, tout à l'heure, juste avant, vous avez dit quelque chose. Alors attendez, j'essaie de me rappeler exactement. Oui, vous sous-entendiez, voilà, le risque du référendum, pour ceux qui n'avaient pas forcément compris, c'est que ça se transforme en référendum pour ou contre Ah, pour ou Macron contre Macron. et pas en C'est pas la même chose, référendum clairement. pour ou contre le projet de loi. Voilà, juste j'explicitais pour le chat. Voilà. Euh, et moi, je me posais une question, dans le cadre de ce projet de loi, est-ce qu'il y a des garanties qu'il y aura un accès équitable sur la totalité du territoire? Parce que c'est une question qui est importante, parce qu'on sait que le soin palliatif, il n'y a déjà pas un accès partout. Voilà, tous les C'est ça le départements problème. n'ont pas accès aux soins palliatifs à la juste mesure qu'ils devraient l'être. Est-ce que l'accès à la fin de vie, lui, sera accessible? Ou du moins, est-ce que il sera accessible au même niveau que le soin palliatif? Parce que dans l'idée, c'est ça serait que l'un gagne avec l'autre. Ah oui, mais il faut évidemment qu'il y ait cet accès universel aux soins Est-ce palliatifs. qu'il y a des Vous avez garanties? aujourd'hui. Alors, il y a des soins palliatifs sur tout le territoire. Il faut aussi se parler franchement. C'est-à-dire qu'il faut rendre hommage à tous ces soignants et à tous ces bénévoles, parce qu'on oublie aussi les bénévoles, les écoutants, les accompagnants dans le cadre des soins palliatifs. Vous avez des soins palliatifs de qualité aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Mais parfois, ce sont des lits identifiés de soins palliatifs. Ce sont des équipes mobiles de soins palliatifs. Il y a un gros problème de soins palliatifs aussi à domicile et de soins palliatifs pédiatriques. On en parle très peu, mais c'est aussi un grand sujet. Par contre, vous avez effectivement un petit peu moins de 20 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Donc, pardonnez-moi ce que je vais dire, mais c'est d'unité pour accompagner les cas les plus complexes. C'est ignoble de dire à quelqu'un, tu dois faire des kilomètres et des kilomètres pour qu'on puisse t'accompagner dans le cadre de soins palliatifs. Tu dois changer de département pour qu'on puisse t'accompagner dans le cadre de soins palliatifs. C'est ignoble d'obliger des proches également à devoir faire cela. Donc il faut que ces unités existent évidemment dans les départements. Mais vous avez des demandes d'aide active à mourir qui ont lieu dans des soins palliatifs parce que les soins palliatifs ne peuvent pas soulager toutes les souffrances qui peuvent exister. Il faut l'admettre. Si on ne l'admet pas, il n'y a pas de débat. Il faut admettre cela. Et donc même si demain vous aviez un accès universel aux soins palliatifs, vous auriez toujours des demandes persistantes d'aide active à mourir parce que les soins palliatifs ne pourraient pas répondre au soulagement des souffrances. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Alain Coq qui a dû partir en Suisse. Pour Alain Coq, même les soins palliatifs ne pouvaient rien. Même les soins palliatifs ne pouvaient rien. Donc, il y a évidemment ce déficit d'accompagnement en soins palliatifs qu'il faut pouvoir résoudre, et ça, c'est toute la première partie de la loi. Et je n'oublie pas non plus le rôle qu'a joué la DMD pour justement qu'on parle des soins palliatifs et pour qu'on puisse renforcer ces soins palliatifs. C'est Emmanuel Hirsch qui est pourtant opposé à l'aide active à mourir, donc plutôt opposé aussi à la DMD, qui a reconnu ça il y a quelques semaines sur un plateau de télévision sur le rôle qu'avait joué la DMD. Sur l'aide active à mourir, il y aura, je vous parlais tout à l'heure, de la liberté de conscience des soignants. Ce n'est pas une liberté d'institution. Les murs n'ont pas d'oreille, les murs n'ont pas de conscience non plus. Donc, on est bien sur une conscience personnelle. Oui, c'est On a interrogé les médecins. la même clause, type de clause que pour l'IVG notamment. C'est la même. Voilà. C'est comme sur le délit d'entrave dans la loi. C'est exactement le même délit d'entrave que l'IVG. On est en train de raconter n'importe quoi sur ce délit d'entrave à l'aide active à mourir. C'est exactement un copier-coller de celui de l'IVG. On a interrogé les médecins. Est-ce que vous êtes favorable déjà à l'aide active à mourir? Plus de 70% nous ont répondu oui. On les a interrogés, est-ce que vous seriez prêt à avoir un rôle actif? Eh bien, ils ne sont que 15% à avoir dit certainement pas.
certainement pas, que 15%. Donc, c'est-à-dire que demain, oui, vous aurez des médecins volontaires, des soignants volontaires pour accompagner dans le cadre d'une aide active à mourir. Oui. Mais, une nouvelle fois, parlons-nous franchement. Cette loi ne concernera qu'une minorité de Françaises et de Français en souffrance. Cette loi ne concernera donc qu'une minorité de médecins, de soignants qui accompagneront ces Français en souffrance qui le demandent. Et ce qui va être important, c'est de pouvoir former à cet accompagnement, par exemple, comme l'ont fait les Belges avec ce qu'on appelle le projet EOL. C'est une chose qu'il va falloir imaginer en France. En France, il va falloir imaginer aussi d'autres structures de bénévoles écoutants, de bénévoles accompagnants dans les maisons d'accompagnement et de soins palliatifs, dans les soins palliatifs, dans les hôpitaux, pour que nous ayons, alors moi j'aime pas le terme du modèle français d'accompagnement de la fin de vie, mais que nous ayons un modèle qui corresponde à ce qu'ont fait nos voisins étrangers depuis 20 ans sur le sujet. D'accord. Bah, écoutez, on s'approche doucement de la fin. Est-ce que là, bon, là, il reste encore 1500 personnes. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire par rapport à ce projet de loi de fin de vie pour ceux qui ont encore des doutes ou même pour convaincre de rejoindre votre association? Mais je dis une chose simple, une nouvelle fois, c'est une loi qui est une loi républicaine, une loi de liberté, une loi d'égalité, de fraternité et de laïcité. C'est une loi qui respecte toutes les consciences, tous les choix exprimés. Personne n'a dit que mourir dans la dignité, c'était mourir dans le cadre d'une euthanasie ou d'un suicide assisté. Par contre, ceux et ceux qui disent il n'y a pas de mort indigne, c'est faux. C'est faux car il faut entendre celles et ceux qui sont accompagnés, celles et ceux qui doivent fuir leur pays pour mourir comme ils l'ont souhaité quand ils sont face à des souffrances extrêmes. Il faut écouter également ceux qui restent, les proches, il ne faut pas les oublier. Et il faut entendre que oui, ils disent des choses simples, dures, mais c'est qu'il y a des morts indignes. Il y a des morts indignes parce qu'on n'a pas respecté leurs paroles, parce qu'on n'a pas respecté leurs choix, parce qu'on les a obligés à quelque chose, parce qu'on ne les a pas respectés dans la définition même de leur dignité. Cette loi, elle n'opposera pas les uns et les autres. Cette loi, elle est là pour respecter un choix et donner cette possibilité, si on le souhaite, d'être accompagné dans le cadre d'une aide active à mourir. Et une nouvelle fois, moi je ne me pose pas en militant de l'euthanasie, en militant du suicide assisté. Je suis un militant avec des convictions, mais je suis un militant de ce qu'on appelle le libre choix. Et j'y tiens particulièrement. Demain, s'il devait m'arriver quelque chose, si je devais être atteint d'une maladie grave et incurable, je ne sais pas ce que je souhaiterais. Je souhaiterais peut-être être accompagné dans le cadre de soins palliatifs. Je souhaiterais peut-être être accompagné dans le cadre d'une aide active à mourir. Je ne le sais pas. Donc je ne vais pas imposer ma vérité propre comme une vérité universelle. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que je voudrais avoir le choix. Et peut-être que cette possibilité d'aide active à mourir me rassurera. Et c'est ce qui se passe à l'étranger. Vous avez beaucoup de personnes qui entrent dans le cadre d'un processus d'accompagnement dans le cadre d'une aide active à mourir, mais qui ne vont pas au bout parce qu'ils sont simplement rassurés que, in fine, leur choix, leur droit, leur voix sera respecté s'il y a besoin. On ne sera pas différent en France, on ne sera pas différent de l'accompagnement à l'étranger, nos médecins ne seront pas différents. Et comme sur toutes les questions de société, quand on regardera dans 10 ans, dans 20 ans, on sera une nouvelle fois pas différent de nos voisins étrangers qui ont avancé bien avant nous sur d'autres sujets de société, et on se dira, mais que de temps perdu sur cette question-là. Mais à ceux qui sont totalement opposés pour des convictions, une nouvelle fois, qui leur sont propres, je dis, je respecte votre opposition. Mais n'imposez pas aux autres ce que vous pensez pour vous-même. Et peut-être que vous demanderez également à avoir ce libre choix. Nul ne le sait aujourd'hui. Donc ce qui est important, voilà, c'est de se respecter les uns et les autres. Et une nouvelle fois, ce n'est pas parce qu'on est favorable à une loi permettant l'aide active à mourir qu'on ne va pas se battre et qu'on ne se bat pas au quotidien pour qu'il y ait ce bien vivre, pour qu'il y ait ce droit à vivre dignement, pour qu'il y ait également le bien vieillir. Tout ça, c'est une suite logique de beaucoup de combats menés. Donc voilà, pour moi, le mot de la fin, c'est de savoir se respecter, c'est de savoir s'écouter, et c'est de ne pas vouloir imposer aux autres ce qu'on pense être sa propre vérité en la transformant en vérité universelle.
Eh bien, merci. Alors, je vais juste vous demander de poser une question. J'ai essayé de contacter et je vais continuer à essayer de le contacter parce que j'aimerais le recevoir pour comprendre son opposition. Le député Verny, voilà, parce que j'aime réussir à avoir les deux positions et c'est l'objectif de proposer le récit, la version des deux. Quelle question vous poseriez au député Verny? Monsieur le député Verny, qu'est-ce que cela vous enlève à vous qu'il y ait une loi permettant demain l'accompagnement dans le cadre d'une aide active à mourir pour des personnes atteintes d'une infection quelle qu'elle soit, grave, incurable, en phase avancée ou terminale, engageant le pronostic vital, avec des souffrances physiques ou psychologiques qui sont absolument insupportables et réfractaires? Qu'est-ce que ce droit nouveau vous enlève à vous? Eh bien, merci beaucoup, monsieur le président Denis. Merci de votre présence. J'espère Merci que à vous vous. avez trouvé l'échange agréable. Et en tout cas, c'était très Merci beaucoup. intéressant. Et beaucoup de personnes vous remercient de votre présence, en tout cas, et de votre C'est engagement. gentil. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Merci. Au revoir. Merci à vous également. Au revoir.